De tout temps, en tout lieu, et à de rares exceptions près, il a toujours été plus facile de naître homme que de naître femme. Pour des raisons religieuses, sociales ou démographiques, le fait de naître fille ou garçon est déterminant quant au bon accueil de l'enfant dans la cellule familiale. L'Inde, immense pays coloré, riche de sa diversité, est ce vaste triangle de l'Asie méridionale, bordé au nord par l'Himalaya, à l'ouest par le Pakistan et à l'est par le Bangladesh, le Bhoutan, la Birmanie et la Chine. Situé au nord-est du pays, sur un bras du Gange, Calcutta, la plus grande ville de l'Inde, est aussi la capitale de l'État du Bengale. Calcutta mélange les problèmes de pauvreté et les problèmes urbains. Les plus pauvres organisent leur vie quotidienne dans la rue. Riches, pauvres, hindous et musulmans se côtoient dans la pagaille et la saleté. Les femmes jouissent d'un statut encore plus inférieur que le plus misérable des hommes. Les tireurs de rickshaws à bras, survivants d'un passé moyenâgeux, se fraient un chemin parmi les embouteillages. Scooters, voitures, bus et camions font de cette ville de plus de 15 millions d'habitants un véritable cauchemar urbain. La densité de population est bien plus forte ici que dans les villes occidentales. L'image et le souvenir de Mère Teresa sont omniprésents. Respectée de tous, celle qui s'est dévouée aux plus pauvres jouit d'un statut particulier dans cette Inde qui laisse se mélanger la plus grande des misères avec la plus somptueuse des richesses. Le désir des parents d'avoir un garçon plutôt qu'une fille est caractéristique de cette partie du monde où les filles sont considérées comme une charge. En effet, il est fréquent d'éliminer les fœtus de sexe féminin. Toutefois, dans un autre état indien, celui du Meghalaya, les parents prient pour avoir des filles plutôt que des fils. Alors, prenons un des nombreux taxis, toujours prêts à vous transporter, et allons à la gare pour nous diriger vers l'état du Meghalaya. Prendre le train à Calcutta est un voyage en soi. On y retrouve toute l'ambiance de la ville, avec sa musique, ses marchands. Avec une moyenne de 30 km/h, le temps revêt une autre dimension. Les voyageurs organisent leur vie et se laissent porter par l'atmosphère langoureuse qui s'installe alors que les paysages défilent lentement.
Situé dans cette enclave qu'est le nord-est de l'Inde, entouré par le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine et la Birmanie, l'état du Meghalaya est une destination peu fréquentée par les touristes. Pour y accéder, il faut donc prendre le train vers le nord, puis l'est pendant 24 heures. Et finalement prendre un 4x4 ou un autobus pour emprunter les lacets montagneux de ce pays très vallonné. Le Meghalaya, 2 millions d'habitants, est un État essentiellement agricole, grand comme la moitié de la Suisse. Il est situé juste au-dessus du tropique du Cancer. La richesse du Meghalaya vient essentiellement des produits agricoles, puisque 80% de la population dépend de cette activité économique. Le riz, le maïs représentent les cultures principales. Cependant, les cultures non traditionnelles comme le thé, les tomates et le blé ont fait leur apparition. Les produits forestiers et les minéraux comme le charbon, le calcaire et le corindon, minéral très dur utilisé comme abrasif, demeurent des ressources essentielles. L'industrie est quasi inexistante. Le versant sud des monts est une des régions les plus humides du monde. Plus de 12 mètres de pluie par an à Cherrapunji, village réputé pour être l'un des plus humides de la planète, car il reçoit de plein fouet les pluies de la mousson de juillet à septembre. On comprend pourquoi Meghalaya veut dire la demeure des nuages. Shillong, la capitale, est peuplée d'environ 250 000 âmes. Cette charmante ville, située à 1500 mètres d'altitude, est renommée pour son climat et ses vues stupéfiantes. On l'a même surnommée l'Écosse de l'Orient. Le Meghalaya est le berceau des tribus Khasi, Djuntai et Garo, 3 groupes distincts qui avaient des États indépendants bien avant l'annexion britannique. Les États Khasi étaient déjà fédérés quand l'Inde devint indépendante en 1947. Cette fédération accéda alors à l'Union indienne et l'État du Meghalaya fut officiellement créé en 1971. On retrouve ici toutes les religions existantes ailleurs en Inde. Les Khasi, qui n'ont pas de tradition écrite, mais seulement une tradition orale, pensent qu'ils descendent des civilisations khmères. Ils sont vraisemblablement originaires du Cambodge et leurs traits de visage sont là pour nous le rappeler. Ils parlent une langue d'origine khmer, le hachi. La particularité qui saute aux yeux en arrivant dans cette région est le fait que les femmes sont omniprésentes dans toutes les activités commerciales. Elles vendent les surplus de leur production agricole, le bétel traditionnel qui est mâché et qui rend les dents rouges, échangent toutes sortes de biens contre de l'argent. Elles tiennent tous les petits commerces. En effet, le Meghalaya fonctionne selon le système matrilinéaire. Les Khasi partagent une tradition unique, la règle matriarcale pour la transmission de l'héritage, qui se fait de mère en fille. On parle ici de société matrilinéaire.
L'activité est trépidante à toute heure du jour et de la nuit à travers les ruelles étroites de Chinon qui se croisent, qui montent et descendent à flanc de montagne. Les femmes discutent, négocient au milieu des étals où se mélangent les couleurs et les senteurs dégagées par une multitude d'articles aussi divers que variés. Elles occupent également des postes dans des secteurs d'activité qui sont prépondérants dans l'organisation sociale. Les hommes ne participent que de manière secondaire. Les comportements divergent chez les Cassis selon que l'on habite en ville ou à la campagne, où le poids de cette tradition ancestrale est très présent. Chaque année en novembre, un rassemblement regroupe tous les membres de la communauté Cassis au sein d'un festival. À cette occasion, on peut constater que l'organisation de cette société se définit par certains aspects très spécifiques. Les Cassis considèrent particulièrement la mère et la femme comme l'âme de la vie, l'âme de l'inspiration, la gardienne de la terre et de la maison, celle qui préserve les traditions, les usages, qui protège les pauvres du clan, mais surtout, elle est la gardienne des rites et des cérémonies religieuses. Elle est ramenée au rang de divinité. Au cours des cérémonies, chaque jeune femme Cassis participe aux danses rituelles où elles absorbent les pouvoirs de la terre en la piétinant. Le clan, ou cour dans la langue des Cassis, est la première entité sociale de ce peuple autour duquel toutes les institutions tournent. Il regroupe la famille élargie et en particulier les oncles maternels. L'homme fera toujours partie du clan de sa mère, pas de sa femme. Le lien maternel définit le système d'appartenance au clan. La religion commence avec le clan et elle joue un rôle prédominant non seulement dans la vie sociale, mais aussi dans la vie politique. Un Cassis, qu'il soit chrétien ou qu'il suive les anciennes croyances, n'offensera jamais les règles ancestrales du clan. Foi ancestrale et christianisme se superposent. C'est dans les villages que le système social est le plus représentatif.
Parallèlement au clan, la structure sociale et politique traditionnelle est composée par le Durbar, qui regroupe les chefs des différents clans. Les réunions sont réservées aux hommes. Tous les sujets concernant la communauté sont discutés et délibérés. C'est la plus haute autorité. En fait, les hommes gèrent le patrimoine qui, lui, appartient aux femmes. L'homme est le défenseur du clan, de la communauté et de la terre. Il ne doit pas dilapider les biens ancestraux de son clan, ni de sa famille. Après le mariage, l'homme va vivre dans la maison de sa femme, mais il ne se coupe pas pour autant de son clan. Le père est le lien qui relie deux clans, celui de sa mère et celui de sa femme. S'il divorce et qu'il quitte sa femme sans consentement mutuel, l'homme n'a plus aucun droit sur les biens de la famille. Il n'a également plus le droit de revoir ses enfants et il lui devient presque impossible de retourner dans son propre clan. Si la séparation est mutuelle, les biens sont partagés selon des accords. L'homme ne peut pas hériter. S'il n'est pas marié, les biens vont à son clan. S'il est marié, les biens vont à ses enfants. L'homme, en protégeant les biens de sa femme, se protège lui-même, car en fait, il ne possède rien. Il vit à l'ombre de celle-ci. C'est la femme qui hérite et l'homme qui gère. C'est dans les zones rurales que l'attachement à la tradition est le plus fort. En parcourant la campagne, on s'aperçoit immédiatement que la société matrilinéaire induit un renversement des rôles homme-femme. Le bien-être de la famille est la première responsabilité du père. Il doit gagner sa vie pour élever ses enfants, protéger et veiller au confort de sa famille et de son clan. L'homme a des responsabilités vis-à-vis de ses enfants et aussi en tant qu'oncle envers ses nièces et neveux. L'oncle maternel le plus âgé est à la tête du clan. C'est lui qui donne son accord pour la faisabilité d'un mariage. Il a le pouvoir de conseiller, contrôler les affaires du clan, tant au niveau matériel que religieux. Dans les faits, l'oncle maternel a plus de poids dans les décisions que le mari. Le père gère le quotidien. La gestion des biens lui appartient. Il fait le ménage, s'occupe des travaux de la maison, veille sur les enfants quand ils ne sont pas à l'école. Philan Singrinja, fermier, nous a proposé de l'accompagner chez lui afin d'avoir son point de vue concernant l'influence de ce système sur sa condition d'homme au quotidien. Dia banyak kebaro sekata tengah deh bangi kemen ni sana ni hathau kilat tengti dah komno ken seneng serum no bagi kibru lokal ni ki no kibreu wad ka kam business ni ki kam ni kwa binwan dia bin kum hakane akar kum tingin lang menta ta ngim sudan cakang wad ye karep karingi lahab bin ro la nangi yok galat ni lahab karep karep meski tu like tu yo ben penut por sana ngi amit ki kam ki cham tang man met ti tengi songkai ki khon ki seo hiem pakatai la de kapor ben thi ngi dem ngi hapet gino ki ngi hapakat ki kumno ngi le gano no kam ken ndai ba ong ma
ngin su thiet suk dam suk ngi prakhat ba la she la sisngi ba kumno ngin kentiu ka chinglong bre man bre ngi kin ya kecing im jeng ngahi la da te ngakwa ba kecing im jong ha kayin kasem karoi kapar hi ya kai kai te ngakwa ba ini tres tam rangkat bat ki khon ya kai kanang start ne wat ya kam kacam rung ide bini kit khelang nang ma benang yo ben kentiu pan ya ki ba hadin habut ya ki khon ki se pateng la pateng gen kat kum kasulkan te cingkran ikni kikam politik mentan ne kalong kum takin kacing tuklal te katuklal benai ni wat daki kho jam kat kum kacing yo pat ila ben yo tang daki kho tangka te bedbah ni ya kabaro sikati te kasno katha tu ki ai sokar ikni ki futpat baong mangi kin futpat tu tong om me ka kini ki pos laj long ki hable ai ki bersokat ni de kabot ni tingim lah sokar pas sokar hikin ka bada bentuk ikini ki pos ki ro tang ka umbam di te kedon dek ngarap kedon kaskim kat ka yarap Les mariages cassis ne peuvent pas se faire au sein d'un même clan afin d'éviter la consanguinité. Ainsi, chaque village est composé de plusieurs clans. Pendant la période de son mariage, la plus jeune fille doit vivre avec sa mère et doit suivre les rituels traditionnels. Les autres filles peuvent décider de partir de la maison maternelle, une partie de la terre familiale leur sera donnée et une nouvelle maison sera construite. La plus jeune fille hérite des biens ancestraux et en devient la gardienne. Elle se doit de perpétuer les traditions artisanales, telles que le tissage et fabrique les étoffes que l'on retrouvera sur les étals des marchés. Ini kum nemo. Dah, tak suntuk. Okey. Dah. Bien que la plus jeune fille récupère la position de sa mère et qu'elle occupe la place la plus importante de la famille, elle n'a pas un pouvoir absolu et ne peut disposer de tout, car une partie de l'héritage servira aux dépenses de la communauté, en particulier pour payer les dépenses liées aux cérémonies et aux rites. Quand un membre du clan vient à mourir, il peut être enterré ou suivre le rite de la crémation. Dans ce dernier cas, la plus jeune fille est responsable des os du mort qui sont collectés et conservés dans la maison maternelle. Elle est également responsable des orphelins et de ses frères non mariés. La famille moyenne Kassi est généralement constituée de 5 enfants. Cela n'est pas sans créer certains problèmes quant à la transmission de l'héritage. Et plus encore, avec le phénomène de déplacement des populations rurales vers la ville.
Il y a quelques avantages à être une femme dans cette partie du monde. Mais avoir des droits, c'est aussi avoir des devoirs. Et le poids de la tradition est tel qu'il peut être un véritable fardeau pour les femmes. En effet, on peut constater que c'est dans les zones urbaines que la remise en cause des coutumes est la plus visible. Mais que pensent réellement les femmes de cette supposée position dominante sur les hommes? Nous avons posé la question à Patricia Mukim, journaliste et écrivain. En fait, si les gens pensent que nous avons plus de pouvoir que les autres femmes indiennes, c'est parce que la tradition veut que ce soit la plus jeune sœur du clan qui hérite des biens de sa famille. Elle devient ainsi dépositaire de tout le patrimoine familial. Cette Benjamine a beaucoup de responsabilités à porter. Elle doit s'occuper de ses parents quand ils sont âgés et jusqu'à leur mort, ainsi que de ses éventuels neveux et nièces orphelins. Ses frères non mariés vivent aussi avec elle dans la maison familiale. Du fait de cette lourde responsabilité, elle doit se sacrifier et ne peut pas, par exemple, choisir un travail en dehors de la maison familiale ou loin de sa région. Si deux personnes pensent qu'elles ne sont plus compatibles, elles peuvent se séparer facilement. C'est d'ailleurs un problème dans notre société matrilinéaire, car le divorce est rendu trop facile. Par exemple, un homme peut quitter sa femme et ne pas lui verser de pension. Les hommes ne prennent jamais les enfants avec eux, sous prétexte que c'est une société matrilinéaire. Certaines associations essaient de faire en sorte que tous les mariages soient enregistrés afin que les femmes puissent avoir recours à la loi pour obtenir des dédommagements. Mais de nombreuses femmes ne cherchent pas à obtenir une pension à tout prix, car elles sont un peu fières et pensent que si un homme les a quittées et qu'il ne les aime plus, elles n'ont pas à être entretenues et peuvent s'occuper de leurs enfants seules. Mais cette situation est difficile pour les plus pauvres, ceux que vous verrez au labeur dans les champs, travailler tout en s'occupant de 4 ou 5 enfants. Même si l'Église dit qu'il ne faut pas se séparer, en particulier l'Église catholique, les gens divorcent quand même. Ici, la religion n'est pas fortement ancrée. Nous avons une foi chrétienne, mais nos pratiques restent très indigènes. Nous autres, les femmes, sommes visibles et actives socialement. Mais nous sommes faibles dans les sphères politiques et économiques, et dans ces domaines, nous avons encore du chemin à faire. À ce jour, il n'y a que 3 femmes législatrices dans notre région. Aucune n'est au Parlement. Peut-être une seule dans l'État de l'Assam. Nous sommes sous-représentés politiquement. Pour que les problèmes des femmes soient pris au sérieux, nous devons nous renforcer et nous battre pour prendre le pouvoir aux assemblées et au Parlement. Nous savons que les femmes doivent lutter pour défendre leurs droits, parce que le patriarcat est majoritaire depuis que la civilisation existe. Si on ne comprend pas le fonctionnement du patriarcat, on a tendance à en accepter les règles. C'est seulement après avoir compris à quel point ce système est oppressant que nous avons appris à nous battre pour nos droits. La modernité a fait son entrée dans le mode de vie des Cassis. Emmenant avec elle les idées progressistes, elle bouscule le poids des traditions. Cette modernité se manifeste d'abord par la migration des ruraux vers les villes, un peu plus urbanisées chaque jour, mais aussi par le développement des transports et la proximité des sociétés patriarcales. De plus,
les unions en dehors de la communauté Kassi participent à une remise en question de ce modèle social. Dans les rues de Shillong, les échoppes traditionnelles tenues par les femmes font place peu à peu à des magasins proposant des articles importés, marquant ainsi l'introduction progressive de la culture occidentale. Un peu partout, les enseignes fleurissent, vantant les mérites de la société de consommation. L'arrivée au début des années 90 de la télévision par satellite et de son bouquet de 80 chaînes rajoute une confusion dans l'esprit de la nouvelle génération. Enfin, le fort développement du niveau d'éducation influence de façon déterminante les mentalités. Laissons la parole à Rosanna Lingdo, directrice d'une école primaire à Shillong, qui va nous donner son point de vue. Il n'y a pas plus de pouvoir ou même d'égalité, mais surtout plus de responsabilités pour les femmes. Les hommes sont supposés être supérieurs. Ce sont eux qui décident. Mais aujourd'hui, cela ne se passe pas bien. Il faut rétablir un équilibre entre les hommes et les femmes, car dans la réalité, celles-ci ont une part très importante dans la prise de décision. En fait, la tradition veut que ce soit la plus jeune fille du clan qui obtienne la tutelle de tous les biens. Mais je sens que cela commence à changer, car certaines familles ont essayé de partager leur patrimoine entre tous leurs enfants. Actuellement, beaucoup de familles sont éclatées. Alors les décisions se prennent sans consultation familiale. Oui, la tradition se perd, car de mon temps, ma famille exerçait une pression sociale très lourde. Chacun avait un rôle précis à jouer. Mon père, ma mère, tous exerçaient un contrôle sur moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Occident a une mauvaise influence sur certaines personnes ici. Et c'est peut-être dû au poids des médias. Oui, je pense que les valeurs se perdent. Que les gens adoptent les bons côtés de la culture occidentale, d'accord, mais qu'ils prennent ces mauvais côtés cause des dégâts dans notre société. Et puis, tout le monde accuse les médias et la culture occidentale. Mais je ne crois pas que ce soit seulement ça. Alors que le système matrilinéaire perdure, le Singkong Rinpei Timmai a été créé, signe édifiant d'un changement. Afin de mobiliser l'opinion publique, ce mouvement revendique que les lois traditionnelles soient changées pour permettre aux hommes et aux femmes d'avoir un partage équitable de l'héritage. Ils veulent que leurs enfants portent leur nom et désirent aussi participer aux réunions du clan de leurs femmes. Mais les femmes, elles, veulent maintenir les choses en l'état. En effet, les hommes tentent de s'organiser pour changer l'ordre des choses. La rigidité et la complexité de cette tradition a amené un sentiment d'infériorité chez les hommes, car ils ont l'impression de ne pas contribuer à la société. De plus, les problèmes d'alcool sont chaque fois plus fréquents.
Keith Parriott est architecte à Shillong et responsable du Singkong Rinpeng Team Mai. L'objectif de cette association est de lutter afin d'améliorer la condition des hommes, mais également de recevoir dans sa permanence les membres qui rencontrent des difficultés concrètes de par leur statut imposé par la tradition. Well, you see, the reasons are varied and very many. Number one is Nous avons créé ce mouvement pour plusieurs raisons. La première, et c'est sûrement la plus importante, c'est qu'il faut que la communauté Khasi ne s'éteigne pas. C'est la raison la plus importante. Les Khasi sont un peuple en voie de disparition, car c'est une petite communauté qui risque d'être submergée par d'autres communautés qui ont une population plus dense. Et c'est ce qui arrive lentement, à cause des mariages mixtes et de l'activité commerciale et économique. Alors cette organisation a été créée en particulier pour tenter de freiner cela et pour avoir une chance de ne pas disparaître. On peut sûrement affirmer que les femmes aujourd'hui occupent la deuxième position à la maison. Cela ne signifie pas que c'est l'homme qui dirige le foyer. La maison est composée du mari, de la femme et des enfants ensemble. Le mari prend le rôle du leader. La femme a un rôle d'appui, doit soutenir le leader. Donc, les enfants doivent suivre le mari et la femme. Cela ne signifie pas que, dans une famille, le mari sera le patriarche ou que la mère sera la matriarche. Ce n'est pas le cas. Ce que nous voulons, c'est unir la famille en une seule entité. Car la famille est la base, le fondement nécessaire pour une société forte. Si, dans la situation actuelle, nous continuons à suivre les traditions telles qu'elles sont dans la société Khasi, par exemple, mon nom est Parriott, celui de ma femme est Kakenwar. Alors, si mes enfants prennent le nom de ma femme, ce seront des Kakenwar. Dans une famille, il y a deux clans. Toutes les familles sont divisées en deux. Alors, où est la famille unie? La famille unie, c'est quand il y a Monsieur Parriott, ainsi que Madame Parriott, et les enfants Parriott. C'est là que la famille est unie. Avec une famille unie, on peut construire une communauté unie. Et c'est ce que nous voulons. Donc, je dirais que dans une famille, il faut de l'amour et de l'égalité, avec le père qui prend le rôle du chef. Ce n'est pas parce qu'il est le chef de famille qu'il ne doit pas faire des travaux domestiques. Une famille unie et qui s'aime se partage le travail et aussi le reste, comme les revenus. Si les revenus sont partagés, les tâches doivent l'être aussi. Donc je ne vois rien de négatif dans le fait que le mari participe également. Je voudrais dire quelque chose de très important. C'est que, si nous aimons notre société Khasi, il faut nous laisser faire des choses qui la fera durer, briller, pour qu'elle s'épanouisse dans le futur. Ce qui se produit dans notre société aujourd'hui, c'est que nous sombrons très vite, et en particulier la gente masculine. Si on regarde les résultats dans les collèges et les écoles, les femmes ont plus de succès. Si vous regardez les postes dans la fonction publique, la plupart d'entre eux sont occupés par des femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive aux hommes? Les hommes plongent à tel point que même les femmes Khasi ne veulent pas se marier avec des hommes Khasi. Elles cherchent leur mari en dehors de la communauté, car ce qu'elles recherchent essentiellement, c'est la sécurité, et elles ne trouvent pas cette sécurité chez les hommes Khasi. Nobody bothers to find out the basic reason. Everybody says, "How can I marry this Khasi fellow? He's a drunkard. He just enjoys Pourquoi? life." On ne cherche même pas à comprendre les raisons principales à cela. Tout le monde dit « Comment pourrais-je me marier à ce Khasi? C'est un ivrogne. Il ne prend que du bon temps et ne fait rien. Comment pourrais-je être en sécurité avec lui? Mais pourquoi cet homme fait cela?
A-t-on au moins vraiment cherché les vraies raisons? Nous devons chercher les raisons de fond pour savoir pourquoi l'homme Khasi est en train de sombrer. Nous avons réfléchi à ce problème depuis des années déjà, et nous avons compris que c'est uniquement parce que nous suivons ces vieilles coutumes ancestrales qui ne donnent pas d'importance aux hommes, et c'est pourquoi il n'a pas de responsabilité sur ses épaules. Je vous donne un exemple. Si mes enfants prennent le nom de ma femme, ils deviendront Kakenhar. Moi, en tant que pariote, je serai en dehors du clan. S'ils ont une réunion de clan, je ne pourrai pas m'y rendre. Mes enfants pourront s'y rendre. Ma femme pourra s'y rendre. Mais moi, je ne pourrai pas. Alors, comment puis-je me positionner en tant que père devant mes enfants? D'après la coutume, c'est l'oncle des enfants qui doit s'occuper d'eux. Mais l'oncle s'est marié avec quelqu'un et doit partir dans la maison de cette femme. Doit-il s'occuper de ses enfants? Ou doit-il revenir et s'occuper des miens? Vous voyez, ça ne marche pas. Ce n'est pas pratique. C'est pourquoi nous devons obtenir des changements. D'après la coutume ancestrale, c'est ma fille qui récupère l'héritage. Mais en ce qui me concerne, j'aime autant ma fille que mon fils. À ma mort, je laisserai un testament et je ne suivrai pas la coutume qui laisse tout l'héritage à ma fille. To just give it only to my daughter. I will leave a will that both of them should share equally. Je laisserai un testament où mes deux enfants auront un partage équitable. Car mon fils a aussi le droit de vivre, le droit d'avoir quelque chose qui lui permettra de s'installer. Pourquoi l'héritage irait uniquement à ma fille? Il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Ça n'est vraiment pas équitable. Equality in it at all. Yes. Oui, il existe un mouvement qui se bat pour une meilleure représentation des hommes. Ils revendiquent le patriarcat et que la transmission des biens se fasse par le père. Ils remettent en cause l'héritage pour les femmes. Mais ils oublient que cet héritage est une lourde responsabilité. Il ne s'agit pas de récupérer seulement l'héritage. Et la plupart des familles ne possèdent qu'une maison. Ma famille, par exemple, n'a qu'une maison. Elle n'ira qu'à un seul enfant, qui sera responsable des parents quand ils seront vieux, jusqu'à leurs funérailles qu'elle prendra en charge. Dans la société Khasi d'aujourd'hui, les familles qui possèdent beaucoup de terrains et de grandes propriétés en lèguent aussi à leurs fils. Le problème se pose pour ceux qui n'ont qu'une maison. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas partager, mais c'est qu'ils ne peuvent pas. Le mouvement dont je vous ai parlé s'appelle le Songkong Rinpoche Timmai, mais je ne pense pas qu'ils iront bien loin, car ils n'ont pas fait parler d'eux récemment. Il a fallu attendre le XXe siècle pour voir en Occident divers mouvements de libération féminine revendiquer l'égalité des sexes. Un rééquilibrage des responsabilités dans la société a commencé à s'opérer dès lors. De tout temps, en tout lieu, et à de rares exceptions près, il a toujours été plus facile de naître homme que de naître femme. En Inde, comme chez sa voisine la Chine, et comme dans les pays musulmans alentours, des raisons religieuses, sociales ou démographiques ont apporté le fait que de naître fille ou garçon est déterminant quant au bon accueil de l'enfant dans la cellule familiale et quant à son futur dans la société. On pourrait supposer que le mouvement de libération des hommes fait l'unanimité parmi eux, mais il n'en est rien. Vous savez, ce n'est pas simple de changer. Aujourd'hui, nous sommes tous éduqués, nous savons ce qu'est la science. Bon, supposons que nous changions maintenant. Dans les clans, cette génération se connaît encore les uns et les autres, la façon dont nous sommes liés. Nous pouvons empêcher les mariages au sein des clans. Mais qu'en est-il des prochaines générations? Se reconnaîtront-ils? Ce qui nous a été enseigné, c'est notre éducation séculière, et elle doit continuer. C'est très important pour la paix dans notre société.
En ce qui concerne le système matrilinéaire, vous trouverez bien quelques personnes qui sont contre. Je ne sais pas exactement ce qu'elles ressentent à ce propos, mais certains évoquent le problème de la division de la propriété qui n'est pas équitablement répartie. Ils souhaitent le même partage entre les filles et les garçons. Dans ce contexte de changement, nous avons souhaité ouvrir une école pour préserver nos traditions. Dans cette école, nous enseignons les danses, les chants, la musique, le théâtre, tous les arts reliés au folklore traditionnel de nos ancêtres. Dans ma société, nous considérons la femme comme une personne très importante. Même si j'avais des responsabilités politiques, les femmes et moi aurions les mêmes idées. Nos objectifs sont les mêmes. Nous suivons le même chemin. Avec l'arrivée de la modernité, la société matriarcale des Khasi est à l'aube d'un grand changement. Sous la pression des revendications des hommes qui souhaitent reconsidérer leur position dans la société, le système matrilinéaire, que les femmes considèrent selon leur dire orienté vers la femme mais pas dirigé par la femme, est peut-être appelé à disparaître. Pourtant, elles sont sous-représentées au Parlement. Et s'il est bien un changement pour lequel elles sont d'accord, c'est celui d'accéder au pouvoir politique qu'elles n'ont pas. Dans les campagnes, loin de ces bouleversements, les femmes continuent à répéter des gestes ancestraux tels que la transformation d'écorces sélectionnées en épices. Conscientes de leurs avantages liés à la tradition qu'elles veulent continuer à respecter, tout en s'adaptant à la modernité naissante, conscientes que leur monde est amené à changer, les femmes ne sont pas prêtes à abandonner leurs prérogatives ancestrales. Bien au contraire. Ce sentiment semble être partagé par la nouvelle génération. Dans les zones urbaines, le niveau de vie général est moyen. Dans les campagnes, ce niveau a tendance à s'améliorer. Mais il y a encore des problèmes de surpopulation et de chômage. C'est pourquoi les gens sont toujours attirés vers les villes. Malgré l'influence de la culture occidentale, nous devons continuer à élever nos enfants de façon traditionnelle et ne pas oublier notre culture. En même temps, il faut aussi tirer le meilleur de l'Occident, mais en l'adaptant à notre société. Pour moi, le plus important, c'est l'éducation, car grâce à cela, nos enfants peuvent apprendre beaucoup et ils pourront améliorer leur mode de vie. Le peuple Khasi trouvera-t-il un compromis entre modernité et tradition, entre les demandes des femmes et celles des hommes? Hommes et femmes du Meghalaya s'accordent à dire qu'il faut un changement. Mais lequel?
Cette recherche de l'équilibre est-elle voulue par les femmes comme par les hommes? Quand elle sera en âge d'être mère ou grand-mère, cette jeune fille aura peut-être réponse à toutes les questions que cette société se pose.